Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Évidemment, aujourd'hui, on va parler de Marine Le Pen, condamnée à 4 ans de prison à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate. On va débriefer tout ça ensemble. On est avec Sébastien Ligné, rédacteur en chef du pôle politique de Valeurs Actuelles. Tu étais au procès ce matin. Est-ce que tu peux simplement, en quelques mots, nous raconter l'ambiance? Est-ce que vous vous attendiez à ce verdict, vous les journalistes dans la salle? Il y avait un monde absolument extraordinaire de mémoire de greffiers et de membres de l'administration. Ils avaient rarement vu ça. Il y avait carrément eu un auditorium, qui est une espèce de salle de cinéma, en fait, où on retranscrit en direct le procès pour des gens qui ne puissent pas rentrer dans la salle. Donc il y avait énormément de monde. Et au moment où le mot d'exécution provisoire a été prononcé par la présidente du tribunal, il y a eu une espèce de cri, de stupéfaction collectif. Alors évidemment, il y avait des journalistes, mais il y avait aussi des Français lambda qui venaient assister au procès. Et donc il y a eu un petit peu une stupeur générale, parce qu'en réalité, que ce soit les journalistes, ou le Rassemblement national, ou Marine Le Pen, personne en réalité ne s'attendait à ce que ces réquisitions soient suivies. Autour de Marine Le Pen, il y a le clan proche, il y a les amis, la famille. Elle est entourée par qui à ce moment-là? Alors Marine Le Pen, elle est entourée des autres prévenus. Alors évidemment, il y a des proches autour, donc il y a ses avocats, il y a aussi Catherine Griset qui était donc aussi, qui a été aussi condamnée dans l'affaire et qui est une de ses plus proches conseillères et amies depuis plus de 20 ans. Donc non, c'était pas vraiment un cadre très familial. Les proches étaient peut-être un ou deux rangs derrière, mais il y avait la quasi-intégralité de l'état-major du Rassemblement national qui était là, en plus des prévenus. Marine Le Pen a quitté l'audience. Ouais. À quel moment exactement? Qu'est-ce que ça crée? Il y a j'imagine un petit moment de flottement derrière. En réalité, en fait, dans un procès comme celui-ci, il y a le moment où la présidente du tribunal prononce la culpabilité au nom du prévenu sur un certain nombre de chefs d'accusation, en l'occurrence détournement de fonds publics. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle appelle un à un les prévenus pour leur exprimer leur condamnation propre, évidemment. Et donc Marine Le Pen est partie au moment où la présidente a expliqué qu'il y aurait de l'exécution provisoire, donc une inéligibilité avec exécution provisoire. Et à ce moment-là, elle est partie, elle s'est levée par surprise, elle a pris un petit peu tout le monde de court, il y a eu un moment un peu de flou dans le tribunal, et donc elle est partie. Et donc quand on a appelé son nom quelques dizaines de minutes plus tard pour avoir sa peine personnelle, eh bien, elle n'était pas là. Parce qu'elle avait compris que ce vers quoi allait... Elle avait compris, et je pense qu'il y a un réflexe de dégoût. Elle a quitté la salle en faisant des noms de la tête. Je pense que c'est évidemment un coup dur personnel et politique, mais encore une fois, je pense qu'elle ne s'y attendait pas une seule seconde. Tout le parti, c'est une surprise. Il y a une stratégie quand même qui est mise en place pour répondre à cette accusation. Ça fait en fait, la semaine dernière, il y a plusieurs cadres du Rassemblement national qui ont commencé à l'approcher pour lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait si jamais cette exécution provisoire est prononcée? Est-ce qu'on lance une pétition, comme ça avait été le cas lors des réquisitions en novembre dernier, où il y avait eu plus de 250 000 signataires, on s'en rappelle? Est-ce qu'on fait une grande manifestation pour exprimer notre soutien, essayer de mobiliser l'opinion publique? Est-ce qu'on rentre dans un grand bras de fer médiatique? Qu'est-ce qu'on fait? Et Marine Le Pen, en réalité, a plus ou moins refusé de participer à des espèces de réunions de crise pré-procès, en disant que finalement, elle estimait que ça n'avait absolument aucun sens et que tout cela ne dépendait plus d'elle et qu'il fallait juste attendre. Mais elle, assez intime, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle pensait que la juge n'irait pas jusqu'à l'exécution provisoire et malheureusement pour elle, en tout cas, elle s'est trompée. Et alors maintenant que c'est fait, quels sont les leviers dont dispose Marine Le Pen et le RN pour que leur candidate puisse être candidate en 2027? Donc ce qu'il faut bien comprendre en fait avec cette exécution provisoire qu'on a beaucoup prononcée ces dernières semaines, c'est qu'en fait Marine Le Pen, si elle avait un mandat d'élu local typiquement, elle aurait perdu son mandat local avec effet immédiat. Vu qu'elle a un mandat national et que ça ne s'applique pas à cette exécution provisoire, elle garde son mandat. En revanche, cela veut dire que cette inéligibilité donc de 5 ans, puisqu'elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité, s'applique dès aujourd'hui, sans que l'appel arrête ou stoppe cette inéligibilité. Dans un processus classique de justice, l'appel suspend une décision. C'est-à-dire que quand on est condamné à 5 ans de prison, si on fait appel, ces 5 ans sont repoussés jusqu'à la cour d'appel. Avec une exécution provisoire, cette peine s'applique immédiatement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est considérée comme inéligible aux yeux de la République française. Ce qui veut dire que si l'élection présidentielle avait lieu demain, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter.
la seule porte de sortie juridique, en réalité il y en a deux, mais la première porte juridique qui existe pour elle, c'est donc de faire appel. Elle l'a annoncé dans la foulée qu'elle allait faire appel de cette décision, et de faire en sorte, par des pressions médiatiques, populaires, judiciaires, de faire en sorte que cet appel ait lieu avant 2027, ce qui est loin d'être acquis, puisqu'on sait qu'en général un appel c'est minimum 2 ans. Donc idéalement pour elle, il faudrait que cet appel ait lieu dès l'année prochaine, puisqu'il faut compter une nouvelle fois plusieurs semaines de procès et plusieurs semaines de délibération, pour que finalement, à l'automne 2026, il y ait cet appel qui soit jugé. Ce qui ne veut pas dire qu'en appel, Marine Le Pen serait absous ou acquittée. Elle peut très bien voir sa peine confirmée, voire être aggravée. Et dans ce cas-là, pour le coup, elle ne pourra plus avoir aucun levier juridique pour se présenter. Donc en théorie, voilà, c'est ce qu'il veut bien comprendre, c'est que l'appel, s'il a lieu à temps, peut lui offrir une porte de sortie juridique. Mais ça paraît improbable parce que y a beaucoup de si dans cette histoire. Il faut que l'appel ait lieu rapidement et il faut qu'elle soit acquittée, ce qui est loin d'être le cas. La deuxième voie juridique qui est là est digne d'une série de barons noirs qui paraît absolument improbable, c'est si Emmanuel Macron décide d'utiliser la grâce présidentielle contre Marine Le Pen. C'est un outil qui est inscrit dans la Constitution, qui est utilisé extrêmement rarement, encore moins pour un homme politique ou un opposant politique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la grâce présidentielle, elle peut être partielle. C'est-à-dire que Emmanuel Macron pourrait considérer de gracier Marine Le Pen uniquement sur cette question de l'exécution provisoire ou de l'inéligibilité, tout en considérant qu'elle est toujours coupable de détournement de fonds publics. Mais bon, honnêtement, c'est improbable. Donc le scénario où Marine Le Pen est candidate en 2027, pour l'instant, relève du miracle ? Le miracle, peut-être pas, mais parce qu'on peut considérer que la Cour d'appel avait anticipé le fait qu'un appel soit prononcé et que donc elle est réservée dans son agenda un créneau pour ce procès-là. Donc c'est pas complètement impensable qu'un appel ait lieu avant 2026. Oui. Maintenant, encore une fois, au vu des réquisitions, au vu des mots de la présidente du tribunal qui n'a à aucun moment tenté de dédouaner Marine Le Pen, on a du mal à voir comment une cour d'appel pourrait soudainement changer dramatiquement la position de la justice sur son dossier. Alors toi qui as suivi cette audience et qui a écouté la juge rendre son verdict, est-ce que tu as eu l'impression d'assister à un procès politique ou est-ce que c'est fondé comme peuvent le contester certains politiques de droite ? Qu'il y ait une politisation de la justice, c'est une évidence. Est-ce qu'on est face à un procès politique ? Je ne sais pas si j'irai jusque-là. En réalité, ce procès, il est intéressant parce que entre les deux camps, entre la justice, enfin entre le Parlement européen et le Rassemblement national, il y a une vraie différence de vision du travail de l'assistant parlementaire. C'est-à-dire que le RN considère toujours, et d'ailleurs on va peut-être en reparler après, qu'il n'a rien fait de mal dans ce dossier et qu'ils sont simplement sur un différend administratif, c'est-à-dire que le Parlement européen considère qu'un collaborateur parlementaire travaille pour son député européen et le RN nous explique que c'est plus compliqué que ça et que parfois un assistant parlementaire peut être amené à travailler pour plusieurs parlementaires différents, etc. etc. On ne va pas re-rentrer dans les détails. Mais donc finalement, les preuves du fait que des assistants parlementaires ont été payés par le Parlement européen pour travailler pour d'autres élus que leurs élus rattachés, les preuves, elles existent. Donc de ce point de vue-là, c'est compliqué de parler d'une espèce de grande machination, etc. Maintenant, qu'il y ait une différence un peu étrange de point de vue entre la vision politique qui est dans le quotidien et qui sait très bien comment fonctionne un assistant parlementaire et la vision judiciaire qui est finalement un petit peu une vision très binaire de ce qu'est un assistant parlementaire et ce qu'est le travail politique, le fond du dossier est là. Maintenant, les preuves, elles n'ont pas été inventées non plus dans ce dossier. Oui, parce que la juge, je crois, la verbatim exact, et la peine d'inéligibilité paraît nécessaire. Exactement. Elle a justifié cette peine d'inéligibilité qui n'est donc pas obligatoire dans ce dossier typiquement par 3 raisons. La première, c'est le fait qu'elle a considéré que c'était, contrairement par exemple au procès du Modem, qui a eu un procès peu ou prou similaire sur des histoires d'assistants parlementaires, là on avait affaire à un véritable système, c'est le mot qui a été prononcé, système auquel Marine Le Pen avait un rôle décisif, cerveau central. Le deuxième point qu'elle a soulevé, c'est le fait que le Rassemblement national, à aucun moment, et on en revient au point de tout à l'heure, à aucun moment le RN a exprimé des remords ou a
considérer qu'il s'était trompé ou qu'il montrait patte blanche en disant oui, bon d'accord, on s'est trompé, on ne savait pas, on le refera plus. Et donc la juge a considéré que c'était une absence évidente de remise en question. Il y a aussi un autre élément qui est peut-être un peu plus contestable selon moi, c'est la question de la récidive. Ouais, bien sûr. Où pour appliquer donc une inéligibilité avec exécution provisoire, on est censé montrer qu'il y a un risque de récidive immédiate. Ce qui est un petit peu étrange, parce que dans le cas de Marine Le Pen, elle n'est plus eurodéputée, elle n'est plus à la tête du Rassemblement national. Donc on ne voit pas en quoi, concrètement, une élection à la présidentielle en 2027 pourrait montrer des signes de récidive avec des travaux de parlementaires et de collaborateurs parlementaires européens. Suspecter un risque de récidive, ça s'apparente quand même à un jugement très arbitraire. Sur quoi ça peut reposer ? Bien sûr, c'est arbitraire et ça va de pair avec le fait que on a quand même senti que la défense du Rassemblement national, qui a donc nié toute faute judiciaire dans ce dossier, a pesé lourd contre eux. J'ai l'impression, en tout cas, à entendre le discours et les mots de la présidente, que si le Rassemblement national avait fait un petit peu comme avait fait le MoDem d'ailleurs, avait expliqué qu'en effet il y avait des règles extrêmement complexes qui ont d'ailleurs été changées après, finalement ils avaient sûrement un petit peu trompé la machine et dévoyé le rôle des assistants. Je ne suis pas certain que la peine aurait été aussi explosive. Maintenant, c'est une stratégie d'avocat. Ils ont considéré qu'ils n'étaient pas coupables, et c'est aussi pour ça qu'ils font appel. Ils considèrent qu'ils ne sont pas coupables dans ce dossier. Alors, une dernière question. Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter en 2027, logiquement, tous les regards se tournent vers Jordan Bardella. Est-ce qu'il est, à partir de maintenant, dans une situation assez indélicate, parce que le socle électoral peut-être a davantage, du RN, je veux dire, a davantage confiance en Marine Le Pen, le connaît peut-être un peu moins, quoique depuis la législative, c'est différent. Il y a eu un sondage qui est sorti la semaine dernière qui montrait qu'en réalité, il y avait 60% des électeurs du Rassemblement national qui préféraient Jordan Bardella à Marine Le Pen. Ce qui est un chiffre un peu étonnant hein, quand on le regarde comme ça. Jordan Bardella, je pense qu'il a une capacité à... Alors évidemment, je suis d'accord, pour revenir sur la première partie de ta question, sa vie politique a changé. Même si, comme une nouvelle fois, il faut quand même rappeler que la décision et l'absence de Marine Le Pen en 2027 n'est pas complètement actée, mais évidemment que la vision de Jordan Bardella n'est plus du tout la même. Il se préparait à Matignon. On va commencer à parler de lui en potentiel président de la République et donc locataire de l'Élysée. Donc là, évidemment, ça change le regard des médias, ça change le regard des opposants, ça change le regard aussi des militants et des électeurs sur lui. Est-ce qu'il a la capacité à conserver le socle de Marine Le Pen ? Je pense que oui. Parce qu'il est quand même identifié dans les sondages de popularité, il est au coude à coude, voire parfois un petit peu devant Marine Le Pen. Maintenant, la question, c'est comment, pour Jordan Bardella, on rassure plus largement. Est-ce qu'un homme qui aura donc 32 ans en 2027 peut être président de la République ? C'est une question que vont se poser beaucoup d'électeurs, notamment, je pense, de droite et de centre-droit. Maintenant, le Rassemblement national a une chance en or qu'aucun autre parti politique n'a eu dans la Ve République, c'est que c'est le seul parti de France qui a un successeur désigné, qui fait figure d'autorité, qui ne fait figure d'aucune contestation interne, c'est-à-dire que personne, si Jordan Bardella est amené à être le candidat à la présidentielle, personne ne va remettre en cause cela, il n'y aura pas de primaire du Rassemblement national, et donc ça c'est quand même une vraie force, et c'est aussi à mettre au crédit de Marine Le Pen qui a progressivement construit et établi un lien de confiance avec Jordan Bardella. Alors je vais juste reprendre un édito, je crois, de Charles Sapin qui était sur RTL ce matin et qui lui disait Marine Le Pen absente, ça réencourage beaucoup de figures politiques de droite qui peuvent être davantage motivées à se présenter en 2027 si Marine Le Pen n'est pas présente. Forcément, on parle d'une situation complètement inédite, c'est-à-dire qu'une candidate qui a été testée il y a 3 jours entre 34 et 37% au premier tour de l'élection en 2027, cette candidate-là, ces 37% disparaissent mathématiquement. Donc évidemment qu'il y a une ruée vers l'or qui s'organise, et évidemment qu'à droite, on pense qu'il y a un couloir qui se libère, vu que Marine Le Pen avait une base électorale extrêmement puissante qu'elle arrivait à faire agrandir et à accumuler de plus en plus. Donc évidemment c'est un choc politique extraordinaire d'avoir quasiment 40% du socle électoral qui devient potentiellement disponible à nouveau. Maintenant, comme je disais, sur ces 37% qui sont capables de voter pour Marine Le Pen, combien sont prêts à voter pour Jordan Bardella à la place ? Je pense qu'une écrasante majorité seront capables de le faire. Mais bien sûr, que c'est
potentiellement plus facile à remettre en cause quand c'est Jordan Bardella qui sera à sa première candidature présidentielle, qui a donc encore une fois à peine 30 ans, qui n'a pas une expérience professionnelle extrêmement grande, qu'une Marine Le Pen qui était sa troisième candidature, qui a fait 2 seconds tours et qui était une figure établie dans le paysage politique français. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Salut Tugdual. Salut Antoine. Alors nous les journalistes, on a l'habitude souvent de parler de séismes, de coups de tonnerre, etc. Enfin, d'abuser un peu des superlatifs. Est-ce que cette fois c'est justifié? On assiste bien à un énorme coup de tonnerre? Oui, une date historique dans la vie politique française, de voir ainsi une candidate, qui plus est la favorite de la prochaine élection, se voir empêchée de concourir. C'est du jamais vu, et puis c'est historique aussi parce qu'il n'y a pas le côté inédit qui rend ça historique. C'est inédit parce que... c'est historique, pardon, parce que c'est les enjeux que cela induit. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une matérialisation absolue de ce qu'on dénonce confusément, précisément depuis des années, c'est-à-dire une judiciarisation de la vie politique, c'est-à-dire une immixtion de la justice et du juridisme dans la vie politique, une pollution de la justice sur la vie politique. Et cette fois, si tu veux, c'est comme si on se le prenait en pleine face. La première fois où on se l'était pris en pleine face, c'était quand même pendant l'affaire Fillon en 2017. Ouais. Mais pour le coup, c'était totalement nouveau. Et puis, François Fillon avait quand même continué, vaille que vaille, sa candidature, sa campagne. Il avait quand même réussi à obtenir 20% des voix. Mais c'est comme si, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui avec Marine Le Pen nous permettait de mieux comprendre encore ce qui s'était passé en 2017. Et entre 2017 et maintenant, il y a eu d'autres épisodes, notamment qui concernent Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est une sorte de révélateur. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc c'est inédit, c'est historique, pardon, je vais y arriver. C'est historique parce que c'est inédit et parce que c'est un révélateur incroyable. C'est un scandale ? J'ai du mal à utiliser des mots un peu militants, mais il y a de quoi être scandalisé, on va dire. Il y a de quoi être scandalisé, il y a de quoi être profondément perturbé par ce qui se passe. Si tu veux, nous, notre rôle de journaliste, c'est d'essayer de mettre les choses en perspective pour que les gens, éventuellement, à la fin, comprennent que ça puisse être scandaleux. C'est pas d'arriver d'emblée et de dire c'est un scandale. Je préfère essayer de réfléchir et d'aider les gens à réfléchir sur, effectivement, cette dérive de la justice politique ces dernières années. Effectivement, la conclusion de tout ça, et on va faire un numéro là cette semaine, que j'ai titré le Hold Up. Et la conclusion de tout ça, c'est effectivement, il y a de quoi être un peu révolté. Ouais. Alors avec Sébastien, on a parlé de l'aspect judiciaire et des différents leviers que le RN a pour peut-être s'en sortir, mais peut-être d'un point de vue, je sais pas, plus philosophique, plus sociétal, qu'est-ce que ça laissera comme trace si vraiment Marine Le Pen ne peut pas se présenter en 2027 ? Tout ça s'inscrit quand même dans un moment et qui ne concerne pas que la France, qui concerne l'Europe et le monde, où on sent une tension entre le peuple et les élites, entre un système un peu établi depuis des années, une manière de fonctionner, de voir les choses conventionnelles, et des coups de boutoir de l'opinion qui se sent pas représentée, qui a l'impression qu'on la méprise, qu'on lui dénie sa capacité à voir le réel. Alors ça va des sujets migratoires aux sujets budgétaires, en passant par une certaine vision de l'éducation et de la culture. Et tout ça crée quand même un écosystème où à la fin, le point commun entre ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Italie avec Meloni, ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit, c'est des pays très différents, c'est des personnages très différents, mais s'il y a bien un petit dénominateur commun à la fin dans tout ça, c'est le ras-le-bol des gens. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une question de sociologie, c'est le ras-le-bol d'une partie de la population sur le fait qu'on lui dicte ses comportements, qu'on lui dise ce qui est bien et pas bien, qu'on mélange morale et politique, qu'on mélange politique éducative et lavage de cerveau, etc., etc. Et c'est là où ça va laisser des traces. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal de Paris. C'est que c'est le coup de boutoir de trop, ou la énième leçon insupportable pour une partie des électeurs
qui est donné par une institution. Et est-ce que dans tout ce que tu décris, on peut aussi intégrer la fermeture de C8 ? C'est un petit peu décalé, mais... Tout se nourrit, je te dis. Après, moi, j'ai envie d'élargir à des choses peut-être encore plus fondamentales, quoi, que sont le Brexit, que sont les ressorts de l'élection de Donald Trump, qu'est le wokisme à l'échelle mondiale. Mais la fermeture de C8, effectivement, ça participe de cette espèce de climat de censure, de climat très vertical sur le plan culturel et qui fait que effectivement il y a une espèce de contre-révolution aussi culturelle. On dit la bataille culturelle, la droite gagne la bataille culturelle. Bon, non, la droite s'est réveillée et mène la bataille culturelle, mais on le voit aujourd'hui et en passant par C8 et des livres qui sont empêchés de sortir et des candidats qu'on empêche, etc. On voit effectivement que la bataille est loin d'être gagnée. Alors on va attendre de voir ce que dit Marine Le Pen ce soir aux 20h, quel sera son plan d'action pour contrer cette peine. Est-ce que toi t'y crois à le RN qui fait appel et qui parvient à peut-être sauver les meubles pour la campagne de 2027 ? C'est très compliqué en tout cas parce que a priori le timing pour parler en bon français va être très compliqué parce qu'il faut vraiment que le procès en appel ait lieu le plus tôt possible, en gros avant la fin de l'année 2025, qu'ensuite il y a le délibéré qui prend plusieurs semaines. Donc quoi qu'il arrive, c'est quand même un énorme empêchement pour une candidate à la présidentielle si elle ne peut être sûre d'être candidate sans avoir d'ennui que à la moitié de l'année 2026. Je veux dire, ses concurrents, eux, seront déjà partis depuis longtemps, et c'était d'ailleurs un avantage concurrentiel de Marine Le Pen jusque-là, c'était d'être la candidate naturelle, et contrairement aux autres partis, il n'y avait pas de débat sur sa candidature. Après, il y a un plan B, le plan B de Bardella, qui a beaucoup de talent, qui a été désigné comme numéro 2 depuis longtemps, comme dauphin de Marine Le Pen, mais qui s'est préparé, lui, à être Premier ministre, qui s'est moins préparé à être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est une élection tellement particulière qui réclame tellement de liens charnels entre le candidat et les électeurs. On dit que c'est la rencontre entre un homme ou une femme et un peuple. Jordan Bardella a commencé à rencontrer le peuple français, mais par définition, eu égard à son âge et à sa moindre expérience, il a moins rencontré le peuple français à ce jour que Marine Le Pen. Alors aujourd'hui, forcément, tout le paysage politique réagit à cette annonce. Quand tu penses que le bloc central vit la chose ? Mal à l'aise, je pense, quand même. Parce que c'est toujours pareil, hein. Vous parlez avec un macroniste ou un socialiste dans un café, en off, ils voient la même chose que vous. Ils vous disent, le premier truc qu'ils vous disent, c'est que oui, les deux problèmes en France, c'est l'islam et l'immigration. Ils vous disent que Jordan Bardella a du talent. Ils vous disent que Marine Le Pen est une adversaire redoutable. Ils vous disent que oui, effectivement, quand même, ce qui s'est passé pour François Fillon en 2017, c'était peut-être un abus de zèle, enfin un abus de pouvoir ou un excès de zèle des juges. Je n'ose imaginer que dans le fond de leur conscience, ils soient extrêmement à l'aise avec cette condamnation extrêmement sévère, disproportionnée au regard de ce que la justice française nous a habitués à prononcer comme décision. Je veux dire, c'est pas comme si toutes les hommes, toutes les femmes et tous les hommes politiques étaient habitués à ce type de sévérité pour ce type de délit. On a notamment comparé avec l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, qui est quand même extrêmement comparable, et pour lequel François Bayrou et ses amis s'en sont beaucoup mieux sortis. Et puis je te parle même pas du laxisme judiciaire. Enfin, je veux dire, dans un pays qui a du mal à expulser des OQTF qui viennent de commettre des crimes atroces, en revanche, une candidate à l'expression présidentielle se voit empêchée d'exercer la nature même de son destin politique. En plus, avec une justice, une fois de plus, qui est quand même... sur laquelle on peut un peu s'interroger. Là, Marine Le Pen n'a pas été jugée par le parquet national financier, mais il y a un climat depuis la création du parquet national financier qui date de début 2014, qui est assez bizarroïde. Ce parquet national financier, il a été créé, qui est une juridiction spécifique pour évidemment juger les délits financiers et notamment ceux des politiques. Il a été créé expressément à la suite de l'affaire Cahuzac par François Hollande, président de la République,
et Christiane Taubira, garde des Sceaux, donc adopté par le Parlement, mais c'était un projet de loi du gouvernement, c'était pas une proposition de loi d'un député, adopté par le Parlement à majorité socialiste de François Hollande. Les procureurs sont nommés par décret en France, que ce soit pour le PNF ou pour d'autres juridictions, sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la Justice, validé par le Conseil supérieur de la magistrature. Et en fait, on voit que, pour justement parler en termes juridiques, la jurisprudence, entre guillemets, des jugements du parquet national financier depuis la création, c'est énormément de sévérité à l'égard d'hommes politiques de droite, avec des déclarations de magistrats qui sont parfois pas toujours très heureuses, des réquisitions de procureurs. Alors évidemment, le rôle d'un procureur dans ces réquisitions, c'est pas de défendre l'accusé, enfin encore que ça s'est déjà vu, mais avec un ton outrancier, on reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir une ambition dévorante. Je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir l'avis d'un magistrat sur la personnalité ambitieuse de Nicolas Sarkozy? On lui demande de juger en droit. Et pareil pour ce qui s'est passé ce matin, donc même si c'est pas le PNF, la magistrate, la présidente du tribunal, avait des propos vraiment assez définitifs. Ils font un malin plaisir peut-être. Oui, puis sachant que c'est une magistrate, alors elle n'avait pas embrassé la carrière juridique tout de suite, et elle est devenue, elle a eu la vocation sur le tard. Et elle a raconté, en toute transparence, qu'elle avait eu la vocation grâce à Eva Joly. En voyant Eva Joly à la télé, elle a une révélation. Eva Joly, qui a été candidate pour les Verts après sa carrière de magistrate en 2012, et qui est même à l'échelle des Verts, plutôt à la gauche des Verts. Bon, imaginons un magistrat qui devrait juger un homme politique de gauche, et qui dit « Je suis devenu magistrat parce que... le juge Jean-Pierre, alors toi t'as pas connu, mais le juge Jean-Pierre c'était un ancien juge qui est rentré en politique aux côtés de Philippe de Villiers. Okay. Ou je suis devenu magistrat parce que j'étais admiratif de Philippe Bilger, qui était avocat général avant, et qui donc maintenant est un habitué des plateaux de CNews et qui est clairement plutôt à droite dans ses prises de position. Et évidemment que tout le monde hurlerait au complot, au scandale, à la politisation de la justice. Et en fait, c'est cette accumulation. Et en plus, alors moi, j'ai fait des plateaux à BFM où je me retrouvais face à des gens, quand j'essaye d'expliquer ça, mais qui tout de suite hurlent en disant « Non, mais attendez, vous êtes complètement complotiste. Justice indépendante. La justice est parfaite, indépendante. » Enfin, genre, c'est vraiment le truc qui fonctionne le mieux dans ce pays, c'est la justice, si tu les écoutes. Bah non. Et là, je pense qu'aujourd'hui, va y avoir une sérieuse... prise de conscience de la population française sur au moins la problématique qui est celle-là. Et sur Marine Le Pen, ce sera ma dernière question, puisque tu la connais quand même personnellement. Est-ce qu'elle a la ressource pour affronter cet énième affront Écoute, Marine Le Pen, attentat à 8 ans, une enfance avec Jean-Marie Le Pen comme papa, donc pas là, et ne lui apportant quand même quasiment que des ennuis, en tout cas sur l'aspect non... affection filiale, quoi. C'est-à-dire qu'elle allait à l'école, elle se faisait cracher dessus, elle se baladait dans la rue, on l'enquiquinait. Les professeurs, elle a été obligée de changer de collège parce que non pas les élèves étaient méchants avec elle, mais les professeurs la saquaient, lui faisaient des remarques désobligeantes. Elle était dans le public, donc des professeurs payés par nos impôts qui maltraitaient et martyrisaient une pauvre petite adolescente. Ensuite, président d'un parti, avec tout ce que ça comporte de sacrifices et d'engagement, puis la brouille avec son père, puis son père qui décède en début d'année, avec on sent énormément de questionnements et un peu de remords à titre personnel chez elle, et puis là, cette décision de justice incroyable. L'existence ne lui aura pas laissé beaucoup de moments de répit, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, elle a toujours dit que les grands destins se construisaient... dans les grands drames, et que fallait des blessures, fallait des fêlures. Là, le problème, c'est que c'est plus qu'une fêlure, c'est un empêchement, quoi. Elle aura beau trouver de la ressource, méditer par rapport à tout ça, grandir et se voir, extirper la substance moelle d'une décision aussi vertigineuse. Il y a le mur administratif de la justice qui l'empêche de se présenter. En revanche, ce qui est sûr, pour répondre peut-être plus précisément à ta question, c'est que mieux vaut que ce genre de choses arrive à des gens comme Marine Le Pen qu'à des gens pas préparés sur le plan personnel. Merci beaucoup, et vous pouvez retrouver donc la prochaine couverture sur le sujet de Valeurs Actuelles
mercredi en kiosque, parce dont que c'est on plus vous le a jeudi, annoncé mercredi. le titre en exclusivité. Et croyez bien qu'il sera encore plus riche que cet entretien. Merci. Merci Antoine.